donc autour de la table pour donner la parole à Jacques Bococ. Quand on suit bien cette actualité, on peut comprendre la volonté du gouvernement à promouvoir la femme, à ce que la femme s'épanouisse, surtout les filles à l'école. Et je donnais l'exemple des réformes qu'il y a eu depuis, disons, 2016 dans ce sens, notamment par rapport à la révision de la Constitution, notamment la réforme au niveau de l'Institut de la femme, et puis la promotion de quelques femmes également. On a vu la vice-présidente qui a quitté le Parlement et qui est devenue, disons, deuxième personnalité du pays en griffe, même s'il y a le président de l'Assemblée nationale. Sauf que, bon, quand elle est partie du Parlement, une autre femme n'a plus pris sa place, mais c'est plutôt un homme. Et puis au niveau du conseil électoral, le chef de l'État qui a émis le vœu de voir au moins une femme siéger sur les 5, et il a fini par rétablir cela. Alors, pour ce qui est de la réforme en cours, notamment le renforcement du dispositif contre le harcèlement sexuel, je partage, disons, en partie les appréhensions de mon confrère Syriac, en disant ou en nous demandant si nous avons fini d'éprouver les tests existants. L'autre chose, pourquoi focalisons-nous l'attention sur les enseignants? Quelles sont les statistiques en termes de harcèlement sexuel? Et je reprécise que je suis un ardent défenseur de la cause des femmes, du combat brise le silence. Donc, je suis contre le harcèlement sexuel, surtout en milieu de travail. Parce que, Théodule, lorsque vous investissez sur votre fille, et qu'elle parvient à obtenir les diplômes qu'il faut, à avoir les compétences qu'il faut, et qu'une fois dans l'administration, elle doit subir des séances de jambes en l'air avant d'avoir le mérite, moi je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, donc il faut combattre la chose. Maintenant, tel que nous le faisons, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir les résultats? Je suis une fois encore d'accord que quand on consulte des statistiques en général, lorsque je lis sur la toile par exemple que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a eu 26 cas de viol en l'intervalle de quelques semaines, sinon de quelques mois, vous voyez que ça devrait préoccuper. Mais quand le gouvernement dit par exemple ou propose que lorsqu'on entretient, notamment un enseignant entretient une relation amoureuse avec l'élève, c'est du harcèlement et que c'est passible d'une peine de 3 à 5 ans, j'attire un peu notre attention. Attention, ne versons pas le bébé avec l'eau de bain et faisons très attention. Je demandais tantôt si nous avons les statistiques, notamment en termes de harcèlement que commettent les enseignants vis-à-vis de leurs apprenantes. Combien d'enseignants enceintes les élèves filles? Les statistiques que nous avons au niveau du secondaire prouvent que les filles ont plus même de relations avec les menuisiers, les artisans et autres que les enseignants. Donc, cette stigmatisation, moi, ça me pose un peu problème. Et encore que, il y a des enseignants qui entretiennent bien les filles une fois enceintes. Je ne suis pas en train... Qui vont jusqu'au mariage, vous voulez dire? Qui vont jusqu'au mariage et les entretiennent très bien, contrairement à d'autres cibles. Donc, moi, je comprends, mais faisons très attention. Peut-être que le développement
de mon cher ami Félicien va me permettre de rebondir à nouveau. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Bokor. Félicien, voyons, vous avez été interpellé. Merci beaucoup, merci Théodule. Et non, je pense que les préoccupations exprimées par les confrères sont pertinentes, mais ne sont pas forcément justes. Non, parce que il faut aussi faire connaître et faire constater que les réformes qu'il y a eu ne concernent pas seulement le secteur de l'enseignement. Et le gouvernement, en faisant son projet de loi, n'a pas mis l'accent seulement sur la relation élève ou bien étudiante-enseignant. Non, du tout pas. C'est peut-être des internautes qui ont pris ce volet de la chose. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et donc, la disposition relative aux relations sentimentales, relations amoureuses, enseignant-élève, bien enseignant-étudiante, est entre autres dispositions. Donc, je voudrais donc rassurer les uns les autres que ce n'est pas seulement cette réforme-là qui a été faite. Parce que je comprends, hein, mais quand on focalise l'attention sur l'enseignant, est-ce qu'on vous voulez me dire que prochainement on peut réformer encore pour focaliser l'attention sur la presse, les journalistes? C'est pour ça que j'expliquais que la réforme n'a pas visé seulement les enseignants. Oui, moi c'est peut-être des gens qui ont pris. On aurait pu ce volet. On aurait pu généraliser en ne stigmatisant pas. Parce que le harcèlement sexuel, c'est dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Donc, cette attention, cette focalisation du débat sur les enseignants, même si vous me dites que c'est juste un pan de la loi, moi, ça me pose problème. Rassurez-vous, chers téléspectateurs, je ne suis pas un enseignant. Mais cette stigmatisation, qui vous dit que dans la presse, il n'y a pas plus de harcèlement qu'à l'école, par exemple? Si vous lisez Jacques Bokor, si vous lisez le projet de loi dans son entièreté, je pense que vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement des enseignants, mais qu'il s'agit de la protection de la femme, qu'il s'agit de la protection de la fille. Je suis d'accord, on aurait pu dire toute personne. Mais ça veut dire que vous n'avez pas lu le projet de loi. D'accord? Le projet de loi, les dispositions prises visent à protéger la femme, visent à protéger les filles. Quel que soit l'auteur, d'accord, des actes commis sur la femme. En fait, c'est ça. Maintenant, on a parlé des enseignants. Oui, simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans les universités aujourd'hui. Je suis d'accord. Ou même des gens, s'il vous plaît, même des gens, pour que ces gens-là, ces professeurs, d'accord, acceptent que les étudiants qui sont sous les auditeurs, ou bien tout ça, qui sont à leur disposition, soutiennent leur thèse, c'est qu'il faut forcément que la femme cède. Sinon, vous ne le faites pas. Je pense que je ne dis rien de grave. D'accord? Mais c'est pour dire que, pour rassurer les téléspectateurs, rassurer les confrères que ce qui a été fait ne concerne pas seulement les enseignants, mais concerne tout le monde. C'est-à-dire que qui que vous soyez, journaliste, artisan, si aujourd'hui vous enceintez une fille élève, on dit bien une fille élève parce que quand vous l'enceintez, vous coupez son cursus scolaire. Même la relation elle est interdite. La relation amoureuse entre élèves, c'est-à-dire que élève fille, élève garçon, est interdite. Et donc, il n'y a pas que les enseignants qui ont été ciblés et tout ça. Alors, j'aurais voulu qu'au lieu que vous-même, d'accord, ensemble avec des internautes, vous preniez seulement ce pan de la chose, c'est-à-dire ce qui est le côté relatif à l'enseignement, que vous saluiez la démarche du gouvernement qui vise à protéger davantage la fille. Je l'ai salué à l'entame. Qui vise à protéger les femmes. Je l'ai salué. Parce que vous voyez un peu les investissements qui se font aujourd'hui sur les femmes. Et je l'ai souligné vous savez aujourd'hui avec nous que même en dehors des élèves filles, des femmes qui sont instruites, quand vous prenez le monde rural aujourd'hui, les femmes qui sont les plus actives aujourd'hui. Ce que nous mangeons, pour la plupart, ce sont les femmes. Vous allez au marché, ce sont les femmes. Alors si les femmes se battent comme ça, et que des gens se permettent pas seulement de les enceinter, mais de les violenter, comme on l'a vu dans des vidéos qui circulent, et ça encore ce n'est rien du tout, on en a vu qui ont tué même leurs femmes. Je vous dis qu'il y a même un mois environ là, il y a un homme qui a battu sa femme enceinte. La femme est décédée maintenant. La femme est décédée maintenant. Ça s'est passé il y a environ un mois dans l'Atlantique là, à côté, c'est pas loin. Alors, même ça là, comparativement à la vidéo du procès assistant qu'on a vu, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, il y a des cas plus graves. Donc, à partir de cet instant, il est normal que le chef d'État lui-même s'intéresse au sujet
et le prennent comme ça. Il faut inquiéter en fait les auteurs des violences faites aux femmes. En fait, c'est de ça qu'il a dit. On ne parle pas seulement de ceux qui engrossent les filles. Je suis mais d'accord. on parle beaucoup plus des violences. Je suis d'accord et je laisse souligner Théodore. Rapidement, oui, nous avons écouté Syriac. Oui, en fait, vous savez, c'est tout à fait vrai qu'aucune loi n'est parfaite, ni quand même aucune décision ne serait totalement parfaite. Mais il faut souligner un fait. C'est le fait que cela apporte quand même, disons, ou bien cela règle au moins à près de 70% une injustice par rapport quand même, disons, à tout ce que nous pouvons dénoncer par rapport à ces imperfections de cette loi. Il faut être clair là-dessus. Et moi, là-dessus, je suis totalement péremptoire. C'est tout à fait vrai que le fait qu'au niveau des internautes, qu'il y ait une stigmatisation en ce qui concerne le volet enseignement, que cela pourrait quand même toucher un tant soit peu l'honorabilité du monde des enseignants. Cependant, il faut que nous puissions éviter les amalgames. On a peut-être beaucoup plus focalisé l'attention sur ces secteurs-là de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est peut-être le milieu dans lequel l'apprenante n'est pas forcément encore en âge de majorité. Vous avez peut-être votre fille en classe de 3e, de seconde jusqu'en terminale. La plupart de ces filles, surtout aujourd'hui, n'ont pas encore l'âge, c'est-à-dire n'ont pas encore 18 ans. Donc le rôle de la loi, prioritairement, c'est de les protéger. Vous voyez, maintenant, si nous allons encore un peu plus loin, c'est le fait que aujourd'hui, même si la loi, il faudra savoir également aussi comment l'appliquer, comment est-ce qu'il faudra l'implémenter, le rôle quand même, disons, du gouvernement, c'est au moins de lancer l'alerte. Nous avons vu déjà quand même à travers plusieurs documentaires que nous avons suivis au niveau des documentaires faits par le ministère de la Famille et des Affaires sociales que nous avons suivis, où nous avons vu des femmes, des jeunes filles qui n'ont même pas encore 18 ans, qui se sont fait enceinter et autres là, et qui se sont retrouvées dans une vie c'est-à-dire de vulnérabilité et qui ont été récupérées par des ONG de la place. Il faut souligner la démarche du gouvernement. C'est vrai que lorsque l'on est homme et que l'on voit tout ce qui se crée aujourd'hui, l'INF, et que lorsque l'on connaît également aussi l'activisme médiatique de celle qui dirige cette institution, on se dit peut-être que rien ne sera caché. Si éventuellement vous êtes interpellé, vos noms seront déjà sur les réseaux sociaux bien avant peut-être que la justice ne dise après que vous êtes innocent. Donc c'est tout un ensemble de choses. Mais il faudrait être clair là-dessus. Oui. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Il faut aussi encourager quand même, disons, le gouvernement en ce qui concerne la prise de ces mesures et décourager aussi ces filles-là ou ces femmes qui, d'une certaine façon, harcèlent, vous voyez, qui harcèlent et qui créent des situations ingérables à des enseignants parce que l'homme est là, l'homme est ce qu'il est, et le corps est faible. Mon problème... Oui, voilà. Le corps ne doit pas être faible. Il faut que l'homme puisse se maîtriser face même à une quelconque... Je vous dis, les femmes, aujourd'hui, les filles, les jeunes filles, les adolescentes que nous voyons, elles ont peut-être un corps développé. Elles développent peut-être des attitudes, mais il faut prendre ça comme des attitudes innocentes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Nous ne devons pas tenir compte de ça et penser que les filles nous provoquent. C'est à nous de nous maîtriser. Et donc, l'homme ne doit pas dire, bon, parce que le corps est faible. Ah non, du tout pas. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la volonté du chef d'État à criminaliser en quelque sorte. D'accord? Ces actes-là, aujourd'hui, si la loi passe, c'est que la CRIES va désormais s'occuper de ceux-là qui seront auteurs des violences qui sont faites aux femmes. Vous avez vu aujourd'hui dans l'administration, pour toucher au bien public, les gens ont peur à cause de la CRIES. Et donc, si pour toucher à la femme aujourd'hui, on se voit obligé de répondre devant la CRIES, je pense que, oui, quand les gens vont prendre fait dans 15 ans, ou bien même 30 ans de prison, les autres auront peur quand ils vont même voir les Veiller sur la vie, l'épanouissement de la femme, de la fille, c'est une bonne chose. En témoignent les réformes engagées, notamment même la révision de la Constitution qui normalement accordait une place de choix à la femme. Nous avons vu le renforcement, sinon la réforme au niveau de l'INF. Nous avons
également vu cette volonté du chef de l'État à donner plus, accorder plus de place à la femme. Il a rectifié le tir récemment au niveau du Conseil électoral, quand il a émis le vœu de voir une femme siéger sur les 5. C'est vrai, les députés l'ont dribblé, mais le tir a été rectifié par fini. Bon, quand on met tout ça ensemble, on conçoit, sinon qu'on perçoit que la volonté y est. Jacques Bokor, nous restons avec vous, Oui. votre sujet, oui. Non, mais le sujet, c'est la rencontre entre l'actuel chef de l'État et l'ex-chef de l'État. Je pense que c'est ça qui a fait l'actualité, surtout le plat de résistance cette semaine. Donc, voilà. Oui, et qu'est-ce que vous, votre compréhension, quelle analyse faites-vous de cette rencontre? Bon, j'irai sur les perspectives tout de suite, avant de laisser la parole à mes co-débatteurs, d'y aller aussi. Je pense que quand on suit bien le chef de l'État, Patrice Talon, il rêvait de cette rencontre il y a très longtemps. Et il l'a eu. Si il a pu avoir le président Yahya Boni au palais, c'est certainement parce qu'ils ont su cuisiner des choses dans l'ombre. Et il savait peut-être à peu près ce qu'il allait lui exposer comme problème. Une fois que ça a été divulgué et que nous connaissons désormais le contenu des préoccupations de son hôte, si je peux m'exprimer ainsi, il faudrait que nous ayons une suite. Et je ne suis pas en train de lui donner des injonctions, et pourquoi pas dans les plus brefs délais pour vraiment une décrispation de la crise qui a cours depuis 2018-2019 dans le pays. Ouais. Très bien. Je vais extrapoler comme ça. D'abord. Ouais. Oui, Cyrielle? C'est vrai, c'est le sujet qui a le plus fait l'actualité au cours de cette semaine, cette rencontre inédite entre l'ex-président de la République, Thomas Boni Yayi, et son successeur, l'actuel chef de l'État, M. Patrice Talon. Il faut avouer que c'est une rencontre qui a été beaucoup plus appréciée, même si une minorité, quand même, disons, là, d'une certaine façon, désapprouvé, je ne sais pas. Mais j'aimerais focaliser mon intervention sur 2 volets. Le tout premier volet, c'est-à-dire, je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui, d'une certaine façon, critiquent, ceux qui sont de cette opposition radicale et qui critiquent la tenue de cette rencontre inédite, maintenant, après aborder également aussi les perspectives. Nous devons saluer cette rencontre-là et ceux qui cela joue aux pyromanes au sein de la République, parce que moi, je les qualifie de pyromanes, même des gens qui se disent acteurs politiques de l'opposition, dont quand même, disons, l'activisme politique au sein de l'opposition n'est que récente. Et votre second point, très rapidement, pour qu'on gagne du temps. Et qui pense qu'on n'a pas assez de la... C'est-à-dire, le second point, c'est le fait que aujourd'hui, c'est vrai, le président Boni Yayi a été vraiment précis dans tout ce qu'il a eu à dire. Et je souligne un fait. Il a dit ceci. Moi, mon rôle, c'est de demander, mais son rôle à lui, c'est d'accéder aux alliances ou bien c'est de décider. C'est de décider. Cette simple phrase devait être tous les débats. Cela voudrait dire qu'il reconnaît l'autorité de son successeur. Il reconnaît qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que c'est lui le président de la République. Il reconnaît également aussi que toutes les cartes sont aujourd'hui entre les mains de l'actuel chef de l'État. Et que c'est à lui de décider. Et je crois aussi que le président Patrice Talon a aussi très bien fait de ne pas quand même, disons, communiquer très tôt, se prononcer. Il prendra certainement de recul parce que nous avons appris que dans les coulisses, c'est les 2 fils, Tchabi Yayi et puis Lionel
Talon, et qui ont œuvré pour que leur père puisse se parler au téléphone. C'est vrai qu'on sait également aussi que l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a bénéficié d'un accord de terre de la part des autorités béninoises pour pouvoir faire la culture de l'igname. Et on sait que toutes ces choses-là, quand même additionnées, ont pu certainement contribuer à la décrispation de la tension politique dans notre pays. Donc le président Patrice Talon prendra certainement de recul et pourra, d'une certaine façon, accorder ce qu'il y a lieu d'accorder. Mais on n'espère pas forcément à ce que tout soit forcément accordé. Mais il faudrait saluer. Et notre souhait, c'est que cette initiative aille quand même, disons, de l'avant, pour que dans les jours à venir, que l'on puisse quand même revoir l'ex-chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, assister encore au défilé du 1er août ou bien participer à des événements majeurs au sein de notre pays. C'est à saluer. Très bien. Oui, Félicien Fayon. Oui, je voudrais d'abord faire remarquer que c'est un événement, oui, inédit, d'accord. Dire ensuite, au niveau de la rédaction du matinal, on a suivi ce dossier depuis très longtemps. On a été d'ailleurs les premiers à donner l'exclusivité de cette information. Dire que moi, je n'ai pas de doute, d'accord, sur la disponibilité du chef de l'État, d'accord, à céder aux doléances de l'ancien président Boni Yayi, même si ce n'est pas toutes les doléances qui pourront être satisfaites, parce qu'en fait, le président de la République ne peut pas décider à la place de certaines institutions, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, et donc il y aura des institutions qui certainement vont opposer leur veto. Ceux qui sont en conflit avec la loi, par exemple, s'il faut ouvrir la voie, il leur dit bon, revenez tous et puis bon, on ferme tout. Quelle est l'image qu'on donne de la justice béninoise? Il y a tout ça qu'il faut voir. Mais je voudrais aussi que les téléspectateurs ou bien le peuple béninois retiennent quand même que le président Patrice Talon, quoi qu'on dise de lui, vous savez, on dit souvent qu'il est très dur, et c'est un homme dur, sévère et tout ce qu'on sait, mais quand vous suivez l'histoire du début jusque-là, il est celui qui a fait preuve de souplesse, d'accord, dans sa position. Il est celui qui s'est montré disposé, d'accord, à accueillir l'ancien président Boni Yayi et à faire tout pour que la paix revienne. Ça, c'est clair. On se rappelle qu'en 2019, après les événements, lorsque les gens ont crié pour dire, bon, il faut aussi, il a accepté qu'une loi d'amnistie soit prise. Il avait accepté sans problème qu'une loi d'amnistie soit prise. Et ça avait été pris, effectivement. Des gens sont rentrés, d'autres sont sortis de la prison. Juste après ça encore, il s'est montré encore ouvert, il a fait une tournée, il a dit que lui, il est prêt, d'accord, à ce que le président Boni Yayi, qu'il revienne ami, qu'il en a besoin. Il a même dit à Tchaourou, il a demandé aux sages de l'aider. Sans oublier que déjà, vers fin 2019, il s'était déjà montré disponible à le recevoir, l'autre n'avait pas été là. Et maintenant encore, on a vu le médiateur qui, il y a quelques mois, était à Tchaourou, qui a dit qu'il était porteur de message du chef d'État. Et le médiateur disait que tout le souhait du président de la République, c'est que le président Boni Yayi puisse revenir vers lui pour que les deux puissent entendre, pour que les deux puissent discuter. Je suis sûr que des gens ne nous diront pas qu'il revenait à Patrice Talon de prendre son avion pour aller vers Yayi Boni là où il est, pour aller le voir. Mais il revenait à Yayi Boni, revenir au pays. Et selon nos informations, c'est que avant de rentrer au pays, Boni Yayi a eu le président Patrice Talon au téléphone, qui a dit qu'il peut rentrer. Il est rentré. Il a demandé à le voir. L'autre aussi a ouvert les portes du palais et il l'a reçu. Et je suis encore certain que ce qu'il a demandé, même si tout ne pourra pas être satisfait, totalement, je pense que le président Patrice Talon mettra tout en œuvre pour que les doléances soient quand même satisfaites. Seulement qu'il ne peut que le faire dans la mesure du possible. Et donc, ce que moi je note, c'est la souplesse de Patrice Talon à ce que la paix revienne. Mais en tant que journaliste, je voudrais dire que la rencontre qu'il y a eu le mercredi dernier à la Présidence de la République ne met pas fin, d'accord, ne met pas fin aux querelles politiques, ne met pas fin à la concurrence politique entre Patrice Talon et Boni Yayi. Je ne crois pas. Parce que en fait, Boni Yayi continuera par tout défendre, d'accord, son parti, toujours chercher à conquérir, pas forcément lui-même le pouvoir. Patrice Talon cherchera toujours à protéger son camp. Et donc, on a vu en 98, Nicéphore Soglo et le président Kérékou, on n'avait pas empêché le président Soglo d'être gazé, de se faire gazer lors d'une manifestation publique. Ça n'a pas empêché tout ce qu'on a connu, tout ce que les deux hommes là ont connu, c'est ce que l'un le décède récemment. Et donc, ce n'est pas que je dis que la rencontre a été inutile, mais moi je ne serais pas surpris qu'en 2023, par exemple, qu'on voit encore un Boni Yayi dire à Patrice Talon, on va te prendre l'Assemblée nationale. Ah non, ça ne marchera pas. Ça reviendra, c'est possible. Ça, c'est le jeu politique. C'est clair, ça c'est le jeu politique. Oui, Jacques, pourquoi vous voyez ce que souligne
Félicien est d'autant plus pertinent qu'il faut y accorder, je pense, un intérêt. Et c'est pourquoi moi, je voudrais exhorter le chef de l'État aussi à être dans la prévention plutôt qu'à être dans la recherche d'une solution après coup. Après coup, oui, il ne peut pas aller à l'extérieur, tendre la main à Yahi Boni, lui dire de venir forcément. Bon, il doit attendre au palais pour qu'on aille le voir en tant que chef de l'État. C'est normal. Mais on pouvait prévenir tout ça. On pouvait prévenir tout ça. Parce que ce que Félicien dit, on a gazé Nicéphore Soglo, oui, mais est-ce que quand on l'a gazé, cela n'a pas empêché que la Renaissance du Bénin prenne part aux élections? Vous voyez? Cela n'a pas empêché, malgré les injures au Parlement de son épouse, ça n'a pas empêché que Boni Yahi se surpasse, oublie tout et aille leur rendre visite, notamment le soir même du jour, le soir même les injures. Et c'est cela, la gouvernance, enfin, en griffe, disons, on peut aller chez quelqu'un, lui rendre visite. Je suis d'accord qu'il ne faut pas en fait dans du populisme. Parce que le mot est revenu. Il faut que le chef de l'État, Patrice Talon, concède ses anciens régulièrement. Si on avait peut-être procédé ainsi, je pense qu'on n'en serait pas là. Il a dû se passer quelque chose. Certainement parce qu'on veut rompre tout de suite avec le populisme et on s'y est peut-être mal pris. Donc moi, je voudrais qu'on soit plus dans la prévention. Parce qu'on a toujours organisé des élections ici. On s'est toujours injurié. Mais on n'a jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Félicien. Donc, aujourd'hui, vous vivez avec une certaine méfiance. Alors qu'avant, avec Félicien, on prenait notre billet ensemble aujourd'hui. Peut-être parce qu'il est de l'autre côté, il n'a plus envie de voir Jacques Bocor. Non, c'est une caricature. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, tu l'appelles, il ne veut plus décrocher. Tu l'appelles, tu lui envoies un message par WhatsApp, il ne veut pas parce qu'il te classe déjà dans l'autre camp et toi-même, tu le ranges déjà dans l'autre camp. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Et regardez, des acteurs politiques. Moi, j'ai vu le ministre d'État Bio Tchane, qui avait l'habitude de voter dans son Djougou natal. Il n'est pas allé cette fois-ci. Okunlola ne peut pas aller dans son Kilibo ou bien dans son Savin, aller voter. Ce que nous faisons depuis 1991. Au nom de quelle réforme? Au nom de quelle réforme? C'est la réforme qui a interdit ça. Oui, mais c'est la réforme qui a entraîné ça. Parce qu'on ne peut plus aller au village aujourd'hui, parce que, bon... Non, c'est donc, pas vrai. je pense qu'il faut... J'ai vu Bruno Amousso aller voter au village. Donc, je ne pense pas qu'il... Donc, les cas que j'ai donnés là, c'est de l'invention. J'ai vu Adrien Mbedi aller voter chez lui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est important. Et il faudrait que vraiment nous allions au-delà des Bayahi, Talon, Diavon. Non. Les gens vivent plus sérieux que ça. Et je pense que si le chef de l'État agit, c'est peut-être une façon de gouverner aussi. Bon, je fonce. J'en capture quelques-uns, après ils viendront négocier, je libère, j'en libère certains, et puis bon, pour légitimer aussi, parce que nous avons vu, il a parlé de loi d'amnistie, tout ça là, alors que les gens disaient que ce Parlement n'était pas légitime, c'est ce même Parlement qu'on a commis pour aller prendre un test pour la loi d'amnistie, donc pour faire libérer les... Donc c'est aussi une façon de gouverner peut-être, mais moi mon souhait, c'est que nous ayons du concret, parce que vraiment, ça ne va pas dans le pays. On sent quand vous allez à l'intérieur, quand vous circulez, même le chef de l'État au cours de sa tournée, si on doit être sincère, ça devait être un moment de communion. Ce que nous avons vu à travers les images, ce n'est pas encore ça. Même si on va me parler de contexte de Covid, ce n'est pas encore ça. Il faudrait que cette harmonie, ce brassage avec le peuple, que nous le revivions. Jacques Bocor, voilà. Merci. Je crois que nous allons... Merci à vous tous pour ces différentes analyses. Nous allons aborder le dernier point. Félicien n'a pas encore abordé son sujet. Aborder le dernier point c'est en fait des réformes dans le domaine de la gouvernance des collectivités territoriales. Ça a été également l'actualité au cours de la semaine. On a vu également
le président de la République face aux maires, leurs adjoints et même le président des commissions, où il leur présentait sa vision désormais de la gouvernance au niveau des collectivités territoriales. C'est vrai, ça a fait objet de critiques et ça a fait objet de polémiques également au sein de l'opinion publique, mais le chef d'État, dans ses propos, a quand même eu à apporter des réponses aux différentes inquiétudes des élus. Ce que je retiens en tant que journaliste, et puisque nous avons pris l'avis de plusieurs personnalités, de plusieurs acteurs concernés, c'est que les 98% de ceux que nous avons interviewés sont d'accord pour ces réformes-là. Parce qu'ils ont estimé que le poste de maire aujourd'hui la fonction a été politisée au point même où quand la personne est élue maire, elle n'est plus à l'aise pour bien exercer son métier. Il y a même, d'accord, dans le département de l'Atlantique, il y a un maire qui reçoit actuellement la pression de certains députés parce qu'ils voudraient contrôler les marchés publics et autres. Et donc, si aujourd'hui, les réformes qui sont en cours arrivent donc à arracher, d'accord, des maires, le pouvoir sur les marchés, le pouvoir sur comment on appelle la gestion du budget et d'autres choses, je pense que ces maires pourront être à l'aise pour bien gérer. Parce que, la même réforme certainement vise, d'accord, à leur octroyer, à leur offrir de très bonnes conditions pour bien assumer leurs fonctions de maire. Ce n'est pas qu'ils seront maires, ils n'auront plus rien. Ils auront le salaire, le confort, tout ce qui est relatif, mais en rapport à l'exercice de leurs fonctions, c'est clair que la réforme le leur donnera. Mais pour ce qui est de la gouvernance, pour la bonne gouvernance, pour ce qu'on attend des populations, enfin les populations attendent plutôt d'eux, c'est clair qu'il faut laisser passer ces réformes-là. Et la plupart ont accepté, les gens ont applaudi, les populations à la base également ont applaudi parce que c'est le moment pour elles, d'accord, de bénéficier des votes qu'elles émettent régulièrement. Et bien sinon, à chaque consultation électorale, c'est le moment pour ces populations-là de bénéficier des fruits de ce vote-là. Parce que l'argent de la commune servira désormais à travailler et à travailler par des techniciens, des gens qui s'y connaissent. Ce ne sont plus pas des politiciens. On ne va plus faire des recrutements politiques, ou bien je ne sais pas comment, politisés plutôt, au niveau donc, de l'administration territoriale. Donc, il y a beaucoup de réformes et moi, je suis d'accord pour ça. J'irai très rapidement pour accorder la parole à Jacques Boko, qui certainement aura un avis contraire au mien. Vous savez, je me rappelle très bien que sur le plateau de ETélé, et juste après le remaniement du gouvernement, on s'était interrogé sur le fait que pourquoi avoir remis ce ministère au PRD. Et en répondant, j'ai dit ceci, que le président Patrice Talon voit très loin. C'est parce qu'on sait que les élus à la tête de nos communes sont des élus UP, des élus BR et des élus FCBE. Donc on ne voudrait pas avoir un ministre de la décentralisation qui pourrait influencer l'implémentation des réformes au niveau de ces communes-là. En fait, cette réforme, elle est d'ailleurs la bienvenue. Pourquoi? Nous savons très bien que nous sommes dans un contexte où les maires sont presque normés, puisque en fait, ce sont des maires qui sont proposés au nom du renforcement de la crédibilité des partis politiques. Ces maires sont proposés par leur formation politique. Quand vous êtes un maire et que vous êtes proposé par votre formation politique, et que peut-être que votre formation politique voudra de vous à ce que vous accordez tel marché public à tel, ou bien à ce que peut-être au niveau de telle localité, qu'il y ait telle chose, vous ne pouvez que accéder à cette demande. Au-delà de ça, vous avez également aussi la pression de vos pairs conseillers communaux, qui d'une certaine façon vous mettent la pression. Donc, tout ça caricaturé, ça fait qu'un maire qui est au fait, c'est que dans cette position, n'a pas forcément les coudées franches pour pouvoir développer sa commune. J'aimerais finir par ceci. Je me rappelle en 2015, on faisait un séminaire avec la CONAFIL sur le FADEC qui a été alloué aux communes et autres. Et on s'est rendu compte qu'il y a trop de scandales au niveau des communes. C'est-à-dire des marchés qui sont accordés à c'est-à-dire presque tous les conseillers communaux sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui viennent au niveau du conseil communal et qui marchandent leur vote toutes les fois. Et il y a également aussi la question des 10% des marchés. Donc, lorsque ceux-là bénéficiaient des marchés, ils n'exécutaient pas à bon escient ces marchés qui leur sont accordés. Ce qui compromettait à la longue le développement des communes. On a été témoin de tout ça. De façon ramassée, il faut être clair là-dessus. Cette réforme, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus dans la recentralisation de la décentralisation. Cette réforme, puisqu'aujourd'hui on a trois grands pôles, on a quand même, disons, le secrétariat exécutif, on a le conseil de supervision, on a le conseil communal. On peut tout dire, mais il faudrait se dire ceci,
par rapport à la gabegie qui s'observe au Bénin, surtout au niveau de certaines communes, cette réforme, elle est nécessaire, même si je ne trouve pas forcément pertinent, quand même, disons, la nomination pour un mandat de 6 ans des secrétaires exécutifs. Très bien. Ça, c'est mon C'est votre point de vue. Jacques Bokor, nous avons encore moins de 4 minutes pour... Oui. Oui. Non, je pense que le chef de l'État est dans sa logique. Il a annoncé des réformes un peu partout. Mal qu'il le fasse. Encore que dans le secteur de la décentralisation, il y a des problèmes. Ça, reconnaissons-le. C'est clair. Que nous avons fait une expérience d'une 20aine d'années. Il était important qu'on s'asseye, qu'on évalue. Bon, on a dit qu'on a confié le travail à un comité qui a réfléchi, qui s'est penché sur les différents problèmes du secteur de la décentralisation. Bon, moi, mon souci, c'est que c'est une expérience que nous voulons faire. C'est vrai, allons-y voir. Mais est-ce que on a bien pensé la chose? Parce que j'ai l'impression que tout le tort qu'on a trouvé ou les faiblesses qu'on a relevées, c'est lié, disons, aux collectivités locales, aux conseils communaux qui gèrent mal. Mais au niveau de l'État central, on ne s'accuse pas. On ne s'accuse de rien. Tout est clean de l'autre côté. Est-ce que quand nous voyons la chose comme cela, est-ce que nous allons évoluer même si nous implémentons ce que nous voulons mettre en œuvre là? Donc, c'est mon inquiétude. Est-ce que l'État central même ne se reproche rien? Quand on dit que, oui, parfois il y a des projets qui sont conçus et réalisés à la base qui ne répondent pas forcément à la vision au sommet de l'État, mais est-ce que les maires se lèvent et posent des actes ou font des activités sans que le préfet n'avise? Le préfet, c'est le représentant qui accorde le budget. Donc, ce sont des questionnements que j'ai mis à mon niveau. Et je suis pour la réforme, mais il faudrait que ça soit consensuel. Parce que j'ai l'impression que le chef de l'État concentre tout dans ses mains et tout part de lui. Tout part de lui. Ce n'est qu'une impression, heureusement. C'est lui qui a présenté la réforme au maire. Heureusement que c'est une impression. Tout est venu de lui. J'ai dit, j'ai l'impression. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un comité qui a travaillé. J'ai dit, j'ai l'impression que... Oui, c'est une impression. Vous avez bien fait de le relever. Donc, comme je le disais, c'est une impression. J'ai l'impression que tout part du chef de l'État. Surtout quand il s'agit des réformes, il faut qu'on laisse les acteurs même penser la chose. Et peut-être qu'on arrive après. En matière de décentralisation, je pense qu'il faudra faire très attention parce que je me rappelle même en 2015 lorsqu'on a fait, il y a eu une assise, il y a eu un forum. Le forum bilan sur la décennie de la décentralisation. Bien sûr. Où des mesures ont été prises. Et je crois même que la majeure partie des recommandations de ce forum bilan sur la décennie de la décentralisation qui avait lieu en 2015 a été prise en compte là-dedans. Donc, ce qui a lieu de faire, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un canton où quand même, disons, le pouvoir des partis politiques, le pouvoir des formations politiques a été renforcé. Et du moment où le pouvoir des formations politiques a été renforcé, il faudrait aussi éviter le piège que les formations politiques, elles autres, deviennent également aussi les oppresseurs c'est-à-dire au niveau de la gestion de ces communes. Parce que je ne vois pas, par exemple, disons, un élu maire et un élu BR recevoir des injonctions de la part peut-être du président de sa formation politique pour lui dire à ce qui concerne tel projet-là, accorder tel marché à telle personne et que le maire il dira non. Le maire sera obligé de s'exécuter. Mais parce qu'il sait que c'est le président de sa formation politique qui l'a proposé. J'ai l'impression que quand je prends la parole, je n'ai pas assez de secondes pour opiner. Vous avez chuté vous-même tout à l'heure. Oui, alors nous vous laissons chuter puis nous allons... Quand on me dit que la plupart des propositions ou des recommandations qui ont été faites ont été prises en compte,
Mais est-ce que vous avez suivi un peu les réactions dans la salle au moment où on présentait la réforme? C'est pas les mêmes maires. Ce n'est pas C'est les pas les mêmes, mêmes maires. voilà. Moi, j'ai Voilà. participé en 2015 au forum de la Voilà. de la décentralisation. Voilà. Et je sais très bien que ce n'est pas les mêmes maires. Voilà. Et il ne faudrait pas aussi oublier un fait. Nous avons l'esprit très conservateur au Bénin. Voilà. Personne n'est absolument d'accord à ce que l'on lui retire peut-être certains avantages qui lui permettent d'une Donc, certaine façon. bon, moi, Voilà, nous allons comme je laisser le Jacques- disais, Jacques je Philippe parler. ne suis pas du tout contre la réforme, parce que, reconnaissons-le, il y a eu des faiblesses au niveau de cette pratique ou à laquelle nous avons été habitués depuis une vingtaine d'années. La décentralisation, bon, il y a eu des avancées, il y a eu des acquis, même s'il faut corriger ces faiblesses-là. C'est ça. Mais c'est qu'il faut faire en sorte que le pouvoir central ne s'immisce pas trop pour qu'on ait l'impression que nous ne sommes plus en décentralisation. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que, bon, le gouvernement, oui, a envie de faire autrement les choses. Le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas en mon temps qu'on va dire que les choses n'ont pas été réformées, les choses n'ont pas été corrigées. Il a ce souci-là, mais faisons en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et pour finir, moi, je plains les maires qui ont couru pour aller sur les listes. Aujourd'hui, bon, ils se sentent un peu fragilisés. 2023 est là. C'est votre 2023 est là. Merci. Pour s'enrichir. Merci beaucoup aussi, chers collègues. Ils ont battu campagne. À Jacques coup d'argent, Bocco, certainement. merci à vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Félicien Fayon du matinal. Merci Cyriac Dekenou de Émergence Info. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le plateau, l'hebdo des éditorialistes.